Communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Suivez. Le président de la République a chargé le gouvernement à renforcer ses capacités à répondre urgemment et efficacement à des situations de crise humanitaire en mettant de ressources matérielles et financières nécessaires à la disposition des structures d'alerte et de réponse et spécialement de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes, tel qu'il avait souligné lors de la 108e réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 août 2023. En effet, la situation humanitaire actuelle de notre pays est caractérisée par les déplacements massifs de populations dans l'Est suite à la guerre d'agression rwandaise et des supplétifs du M23. À côté de l'activisme de groupes armés, il y a aussi des catastrophes naturelles telles que les inondations de pluies diluviennes, des naufrages récurrents sur les fleuves et ses affluents, ainsi que des incendies ou encore des glissements des terrains. À ce fait, sous la coordination de la Première ministre en cette période de fin d'année où les prévisions météorologiques annoncent de pluies excédentaires à travers toute la province, il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Solidarité nationale à présenter en 15 jours un plan d'urgence de gestion des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois. Le président de la République est profondément préoccupé par la situation tragique des enfants victimes et témoins des conflits dans la partie est de notre pays. Ils sont non seulement victimes directes des conflits, mais aussi des témoins des scènes tragiques qui marqueront à jamais leur vie. Plus de 58 personnes affectées par les conflits sont des enfants. Il est revenu sur sa rencontre cette semaine avec certains de ces enfants qui ont effectué le voyage de Goma pour le match de la paix pour qu'ils les écoutent et qu'ils prennent des mesures qui s'imposent. Ils étaient porteurs d'un message souhaitant que la paix revienne urgemment dans leurs territoires respectifs. Ces enfants aspirent à retrouver leur maison, à vivre en sécurité et à bénéficier des droits fondamentaux qui leur sont reconnus. Il est par conséquent essentiel que des mesures appropriées soient prises dès maintenant pour ne pas compromettre l'avenir de cette jeunesse. Pour ce faire, le président de la République a engagé, sous la coordination de la Première ministre, la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales, la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à envisager, avec le concours des autres ministères concernés et des personnes ressources, la mise en place d'une politique nationale qui garantira une prise en charge adéquate de cette génération afin de leur offrir des véritables alternatives pour leur avenir. Il est attendu une présentation de la note conceptuelle de cette politique à la fin de juin 2025. La Chambre basse du Parlement a adopté la loi sur la prorogation de l'état des sièges. Retour sur cette plénière qui a vu certains élus du Nord Kivu monter au créneau pour présenter la situation sécuritaire toujours préoccupante dans cette partie du pays. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et un s'est abstenu. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants des Bénin présents dans la salle des plénières, premiers concernés par cette mesure. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021, avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda,
Il n'avait jamais tué à Kabasha, à Kalunguta. Il n'avait jamais tué dans les territoires de Loubert. Il n'avait jamais tué dans les territoires de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous, nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix chez nous. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question de Béni. Plusieurs mentions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province des Kwango, l'insécurité au plateau des Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. En termes d'âge, la Constitution de la République démocratique du Congo a 18 ans. Alors cette question, serait-elle finalement une adolescente imparfaite? La revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, portée sur les fonds baptismaux par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Tshilombaï, y revient dans les détails. Robert Ndaï-Tchissessé. La Constitution de la République démocratique du Congo a 18 ans, quelle perspective? C'est le thème de la journée scientifique organisée dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, pleine à craquer à l'occasion de l'apparition du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Dans sa casquette de scientifique, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, le développement et la paix en Afrique, entouré d'un panel de professeurs et scientifiques, ont abordé la question de la révision ou du changement de la Constitution sans aller par les dos de la cuillère. Une journée scientifique marquée par la présentation d'une variété d'articles contenus dans ce numéro spécial de la revue, suivi d'un débat très enrichissant sur les vraies motivations de la révision ou du changement de la Constitution. Tout le monde a expliqué aujourd'hui que notre Constitution est révisable. Il faut vraiment n'avoir aucune notion de droit pour s'opposer. La Constitution prévoit que l'initiative peut venir du président de la République, du Parlement, des deux chambres, du gouvernement ou d'une fraction de la population de 100 000. Cette revue a été portée sur les fonds baptismaux par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombaï, le professeur Isidore Ndaiwel, Adolphe Lumanou, André Mbata, le professeur Gaspard Ngondankoy, Placide Mabaka, Charles Odiko, Janvier Lemaire, tous ont reconnu de la nécessité de réviser la Constitution actuelle 18 ans après, à la lumière de recherches effectuées auprès de la population. La révision ou le changement de la Constitution, pour la révision, on a presque noté ici que tout le monde est d'accord que la Constitution elle-même prévoit sa révision et qu'elle est révisable. Si certains ont reconnu un intérêt pertinent pour un changement constitutionnel, d'autres panélistes ont souligné l'urgence de réformer profondément la Constitution pour l'adapter aux réalités congolaises. Et dans ces débats constitutionnels, l'élu de Boende, Félix Boussekota, apporte son soutien au changement constitutionnel. Marthe Mangazakalala. Le changement ou la révision de la loi fondamentale bouscule en ce moment tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Boende n'est pas en reste avec son fils de terroir, l'honorable Boussekota, qui, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présente les remerciements quant à leur élection. Boussekota n'est pas passé par les dos de la cuillère pour démontrer à sa base l'importance capitale de revoir cette constitution qui détient des articles non bénéfiques au peuple congolais, mais plutôt pour les intérêts des étrangers. De tels articles doivent tomber, a-t-il martelé. L'actualité politique du pays est aujourd'hui dominée par la révision de la Constitution, surtout en ses articles 51, 54 et 217 qui défendent la souveraineté nationale. Élu à la députation nationale par la même population de Boende au terme du scrutin combiné de décembre 2023,
L'honorable Bossé Kota est venu dire de vive voix merci à ses électeurs, les électeurs du chef de l'État, et les convaincre preuve à l'appui de soutenir les réformes de la Constitution. Il faut déjà resserrer les rangs du oui au changement constitutionnel. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était avec les alliés du parti présidentiel, Alain Bikaï. Face à Augustin Kabouya, président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, a expliqué les motivations de son parti politique sur les changements de la Constitution. Il met l'accent sur la suppression des institutions budgétivores et la forme de l'État. Il plaide pour la convocation urgente d'une réunion de l'Union sacrée autour du Présidium afin d'aplanir les divergences, harmoniser les vues et accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette démarche. Nous avons fait le tour de la République, on a été dans toutes les provinces, récolté des signatures pour obtenir la révision. Et nous en avions récolté environ 113 000 déposés à l'Assemblée nationale. Donc, quand le chef a dit ça, eh ben, nous, on a soutenu à 100%. Et nous, PT, on est pour le changement. Nous ne sommes pas dans une église. Un homme politique peut émettre un point de vue. Et ce n'est pas une parole de l'évangile. Je parlais du changement de la Constitution au nom de ma famille politique. Un autre acteur politique peut aussi parler de la révision. Cela ne peut pas nous diviser. Puis si vous voulez bien remarquer, quand l'actualité avait commencé, par exemple au sein de l'opposition, ils ne voulaient même pas entendre parler de la révision. Mais aujourd'hui, ils sont d'accord. C'est pour vous dire que la politique est dynamique. Attendons voir quand le chef va mettre la commission en place. C'est à ce moment-là que nous pouvons apporter nos petites contributions et harmoniser nos petits points de divergence. À la question de savoir s'il s'agira de la révision ou du changement de la Constitution, le président du Parti travailliste pense que la dernière décision reviendra au souverain primaire. Certains professeurs d'université pensent que la Constitution doit s'adapter aux réalités sociétales. On les écoute dans ces reportages. Cette conférence débat organisée à l'université de Kinshasa sur le thème « L'ordre constitutionnel face aux mutations de la société, du populisme au discours académique » a réuni d'éminents experts, notamment le professeur Félicien Tshibangou Kalala, Christian Kabange, Grace Mouawa et Corneille Ngoma. Tous membres d'un groupe multidisciplinaire associant universitaires et praticiens du droit engagés sur les questions sensibles et structurantes à l'instar de la révision ou changement de la Constitution à travers des thèmes aussi riches que variés tels que la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, une greffe importée éloignée des réalités culturelles et sociopolitiques. Les différents orateurs ont étalé les faiblesses de la Constitution de 2006 tout en plaidant en faveur d'une réforme substantielle qui tienne compte de réalités locales ainsi que des enjeux mondiaux, avant de conclure sur l'urgence de concevoir une constitution évolutive apte à concilier les aspirations citoyennes et les défis posés par les transformations sociopolitiques à l'échelle globale. Qu'une constitution, même si elle serait la meilleure du monde, il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à changer. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses à changer dans la constitution actuelle. Le plus important à retenir, c'est qu'une constitution n'est jamais statique. Elle doit subir des évaluations à un certain moment pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Un débat interactif et enrichissant a ponctué cette conférence débat dans un auditoire hétéroclite composé majoritairement d'étudiants et chercheurs. Cette journée de réflexion est l'œuvre d'un collectif académique et intellectuel. Le banditisme urbain a atteint des proportions inquiétantes dans la capitale. Il faut donc une réponse à la mesure de ces phénomènes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, lance l'opération Ndobo. Bobo Anan Mokonzi. À peine 24 heures, voici les résultats. L'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, s'annonce déterminante. Plus de 400 présumés bandits urbains, essentiellement des jeunes filles et garçons, appartenant aux différents gangs opérants dans la capitale congolaise, sont tombés dans les filets de la police après l'opération de bouclage supervisée par le chef de la police, Blaise Kilimbalimba. Torse nu, tous
assis à même le sol avec une expression faciale de regret. Ces jeunes identifiés comme des Kuluna arrêtés dans différentes zones rouges de Kinshasa ont été présentés ce samedi 7 décembre par le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni. Il s'agit ici de premiers résultats de l'opération Ndobo menée par la police nationale congolaise. Tôt dans la matinée, le patron de la sécurité nationale s'est imprégné de la situation à travers son itinérance débitée à l'est de Kinshasa vers Tchango, en passant par le quartier Yolo dans la commune de Kalamo pour chuter au palais du peuple. Jacques Chabani rassure la population et explique le bien fondé de cette opération avant d'appeler la communauté à s'approprier cette opération. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons mis en place l'opération Ndobo pour traquer les Kuluna et les arrêter afin de permettre à la population de vivre paisiblement. L'opération vient de commencer, la police est déjà sur terrain, ça sera ainsi chaque semaine. L'idée est de répondre aux impératifs sécuritaires de la population, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Ces délinquants seront déférés devant la justice et jugés en procédure de flagrance. Sortir les enfants dans les mines de cobalt, c'est la mission que s'est assignée le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. L'heure est donc à l'évaluation du travail abattu. C'était au cours de la 2e session du comité de pilotage. C'est un commentaire de Renette Koulunga. Il s'agit de la 2e session ordinaire de l'année 2024 du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Session présidée par le coordonnateur national du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala Malemba. Moment propice pour la coordonnatrice du PABEA Cobalt, Alice Mirimo, d'engrainer quelques réalisations. L'unité de coordination que je dirige a présenté l'état d'avancement du projet et pour lequel la réinsertion sociale des enfants, plus de 13 000 enfants continue, la prise en charge de ces enfants au niveau des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Nous sommes en train de mettre tout en marche pour que nous puissions dissuader les enfants de rentrer dans les mines, chose jusque-là qui marche parce que ces enfants sont concentrés à leurs études. Aussi, les 2 centres de promotion de l'entrepreneuriat en agrobusiness qui sont construits dans les 2 provinces, à Motompek et à Kamoa, sont déjà très achevés à 100%. Et d'ici là, nous allons aller réceptionner ces centres. Et nous avons continué à solliciter que tous ces travaux communautaires, plus de 32 infrastructures sociales qui sont en train aussi d'être construites, les écoles, les centres de santé, les centres de rattrapage scolaire, et sont déjà aussi très avancés. Cette session a connu la participation au-delà des membres du comité de gestion, des partenaires à ces projets qui visent la réinsertion sociale des enfants dans l'engrenage du cobalt, mais aussi l'appui économique aux parents. C'est pour implémenter une politique de proximité. Eh bien, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires vient d'ouvrir une nouvelle antenne dans la province du Lualaba. Gaëtan Magalano. C'est désormais effectif. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé a une antenne dans la province du Lualaba. Cérémonie grandiose pour la circonstance en présence du vice-gouverneur de province représentant la gouverneure Fifi Masuka Empêché. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie faste. D'abord, la série de allocutions dans le monde de bienvenue de l'adjointe au maire de la ville de Kolwezi Empêché suivi de celui de maître Freddy Odichembo. Le directeur général de l'APCSC est revenu dans son discours sur les objectifs assignés à l'antenne provinciale ainsi que la vision de l'agence déterminée à accompagner l'action du développement de la RDC sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. En créant cette direction provinciale aujourd'hui, l'APCSC répond à 2 objectifs essentiels. 1. Le besoin de renforcer l'efficacité opérationnelle par une présence de proximité qui permettra un suivi direct, rigoureux et en temps réel des projets en cours et des conventions de collaboration dans cette région. 2. Le souci de créer un dialogue direct avec les acteurs locaux. Représentant la gouverneure de province Empêché, le vice-gouverneur a dans son discours garanti l'accompagnement du gouvernement provincial à l'antenne de l'APCSC. Je souhaite souligner notre engagement envers la transparence
et la responsabilité. Le deuxième temps fort était la coupure du ruban symbolique avant la visite de différents bureaux de l'agence. C'est par quelques photos de famille et un cocktail qui s'est clôturé cette cérémonie grandiose. De l'emploi, les Lolaba ont créé à travers un bon climat des affaires. La gouverneure de cette province, Fifi Masuka Saini, a inauguré un grand centre commercial à Kolwezi et Dichala. Au jour le jour, Kolwezi dans le Lualaba se met au diapason des grandes villes. À côté de l'hôpital général de référence Mwangeji sur la nationale numéro 1, il s'est dressé sur 1200 mètres carrés, un grand centre commercial comprenant 50 magasins, un parking de 200 véhicules, un escalator et un ascenseur pour une accessibilité optimale, fruit d'une amélioration du climat des affaires. Premier du genre à Kolwezi a été ouvert au public avec l'inauguration du 5 décembre. La cérémonie a réuni les personnalités du Lualaba avec à leur tête Fifi Masuka Saini a encouragé l'entrepreneur qui crée des emplois pour la jeunesse, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tu es l'exemple pour tous les autres jeunes. Tu es l'exemple pour le Congolais. Tu es l'exemple pour tous les autres qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Dans son discours, le responsable du centre commercial a loué les efforts de toutes les parties prenantes et l'accompagnement dont il a bénéficié. Kolwezi est la mitochondrie de notre nation, un moteur alimentaire par des ressources naturelles riches et une population dynamique et vibrante. La joie est bien plus qu'un centre commercial. C'est un symbole de progrès, d'innovation et d'espoir. Après le cérémonial d'inauguration, toutes les personnalités présentes ont été conviées à la visite du complexe avant d'assister au lancement des activités en son sein. On ne sait pas quand ou encore comment, mais c'est pour cette semaine. Eh bien, la démolition de constructions anarchiques, c'est pour le début de cette semaine. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandumbola, a échangé à ces sujets avec les chefs de l'exécutif provincial de la capitale, Daniel Bumba. Erika Bamba pour plus de précisions. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandumbola a présidé ce jeudi 5 décembre 2024 une réunion sur le site à problème dans la capitale. C'était en présence du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou et du gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki ainsi que le membre de cabinet des deux ministères. Dans ce mot, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a indiqué que le Conseil de ministres a décidé de mettre fin aux constructions anarchiques sur les emprises publiques et les zones non édificantes. Nous saluons cette initiative et c'est aligné justement dans tout ce que nous avons pu proposer. Mais nous pensons qu'avec la force qu'aujourd'hui a levée le gouvernement central au travers de ces ministères, nous allons justement dans les jours qui viennent entamer de grandes actions, d'établir la norme urbanistique, la norme dans le foncier. Donc il est question justement de mettre fin à des constructions dans des sites non édifiants, mais également à mettre fin à des constructions anarchiques. Signalons que dans son note d'information du vendredi 22 novembre 2024, Akassia Bandumbola Mbongo avait informé le membre du Conseil que le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028 est conformément à la lettre de mission assignée au ministère des Affaires foncières, particulièrement le point relatif à l'amélioration de la gouvernance foncière. Elle avait initié, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, des initiatives encouragées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Les embouteillages, ce n'est pas seulement la capitale, Kinshasa. La nationale numéro 1 également connaît des embouteillages parfois. Un aire de stationnement d'une capacité de près de 1000 poids lourds sera construit dans le Congo central. On en parle dans ces reportages. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a réalisé sa promesse, celle de lutter contre les embouteillages sur la route Kinshasa-Matadi ainsi que dans la ville portuaire de Matadi. La pose de cette première pierre en est la concrétisation. Cette aire de stationnement va s'étendre sur une surface de près de 7000 km². C'est l'entreprise chinoise Hongfang SRL qui va exécuter les travaux en 3 étapes dont la première va durer 3 mois pour déjà accueillir près de 250 véhicules. Aussitôt les 3 étapes
étape terminée, cette aire de stationnement aura en tout une capacité d'accueil de plus de 1000 camions poids lourds. La réalisation de cette aire de stationnement aura comme conséquence favoriser la fluidité du trafic routier et la disparition des embouteillages. La construction de cette aire de stationnement va également générer des emplois, pilier majeur du programme d'action du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo dans son volet développement du capital humain. Le représentant de l'entreprise Hong Fang, Isaac Kazadi, a exprimé sa joie et son honneur pour le lancement de ce projet. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la construction de cette aire de stationnement est l'expression de la volonté de votre autorité à faire du Congo central une province émergente. L'édification de cette aire de stationnement répond en effet à un besoin impératif de mettre fin aux embouteillages et au stationnement anarchique sur la route de la nationale numéro 1, ce qui permettra de désengorger l'entrée de la ville de Matadi. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures, Jacques Mombo, a salué la vision du gouverneur de province qui est sur la droite ligne de celle de son mentor, j'ai cité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que dans le tout prochain jour, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, va procéder au lancement d'autres chantiers d'envergure dans la province du Congo central. La ville de Barcelone, en Espagne, a abrité l'atelier de formation sur le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion. La RDC était présente à ces assises par les billets du coordonnateur intérimaire du PDD-RCS, William Kapoukou. C'est un commentaire de Peggy Mukunda. Il s'est tenu du 27 novembre au 5 décembre 2024 au Royaume d'Espagne, l'atelier de formation internationale sur le processus de désarmement, de mobilisation et réintégration d'EDR dans le cadre de la consolidation de la paix et de la stabilisation. On prit part à ces assises tous les chefs des commissions nationales des DDR des 5 pays membres du groupe de contact et de coordination GCC, dont la RDC, représentée par le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, William Kapoukou Boaboa. Cette invitation fait suite aux consultations entre le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et la FBA à la suite du lancement du groupe de travail sur les désarmements, la démobilisation, les rapatriements et la réinsertion du GCC et qui a adopté ces termes de référence lors de l'atelier qui s'est tenu le 9 août 2024 à Dar es Salaam en Tanzanie. Le VIH est toujours là, finissons-en, c'est le thème de la campagne nationale lancée par le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, nous dit Cécep Loka sur ces images de Papi Mbongo. Cette campagne de 6 mois sur l'ensemble du territoire national a pour objectif de redynamiser l'engagement des différents acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida avec une communication digitale dans tous ses formats pour faire passer les messages de sensibilisation et de prévention pour une génération sans sida à l'horizon 2030. Elle est une réponse aux préoccupations de la société civile et les communautés locales sur la sensibilisation contre cette pandémie. Au cours de cette cérémonie de lancement, les différents intervenants, dont les PNLS, l'ONU-SIDA, Vodacom Congo, les ONG de la société civile et les PNMLS, ont sollicité l'accompagnement des médias. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse, et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai, c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée, sinon notre avenir est en danger. En République démocratique du Congo, 80% des jeunes âgés de 15 à 25 ans n'ont pas de connaissances sur le sida. Voilà pourquoi cette campagne de prévention sera fondée sur l'éducation et les droits humains pour mettre fin au sida comme problème de santé publique dans notre pays. Des trajectoires économiques contrastées, propos en guise de conclusion pour parler de l'évolution économique de la RDC d'un groupe de professeurs spécialistes en économie lors d'une conférence scientifique. Sylvie Moembo, Junior Bonyoma sur ses commentaires d'Éric Kabamba. Des thèmes aussi intéressants qui captivent tout de suite l'attention de toute l'assistance au cours de cette conférence scientifique organisée par la Haute École des Commerces.
Devant ces étudiants, deux grands intervenants du jour qui ont abordé chacun des thématiques qui tournent autour de l'évolution de l'économie congolaise face à la mondialisation. Pour le professeur Godin Poyi, la RDC a connu des trajectoires économiques contrastées depuis son accession à l'indépendance, malgré ses multiples richesses. Le deuxième intervenant, le professeur Jean-Robert Koumambweni, estime que le développement économique peine à décoller suite à certains désordres qui rongent encore ce secteur. Réformer certaines institutions en lien avec l'économie demeure l'une des pistes de solution pour cet intervenant. Nous avions proposé plusieurs pistes, l'économie, la sécurité et l'éducation. Ces trois aspects vont de pair. Ces grands rendez-vous scientifiques du donner du recevoir a permis à ces étudiants de l'ex-IEC de sortir du livre pour mieux comprendre la réalité du terrain, selon le recteur de cet alma mater. Il y a de grandes décisions dans le monde qui se prennent et tout tourne autour des enjeux stratégiques, de la géopolitique. Il est important que nos étudiants puissent s'imprégner de ces réalités. Ces sujets passionnants ont permis à cette assistance de mieux cerner davantage les défis à relever pour permettre à la RDC de développer son économie face à l'évolution du marché mondial actuel. Et dans le même chapitre économique, les personnels de l'Agence des zones économiques spéciales étaient en formation sur les procédures nationales de passation de marché, formation assurée par l'autorité des régulations des marchés publics. C'est un commentaire d'Yvette Makuntima sur les images de Guylain Kassou. Après la signature du contrat de partenariat entre l'autorité des régulations de marchés publics et l'Agence des zones économiques spéciales, les agents et cadres de l'AZES, de la cellule de gestion des marchés publics et autres services rattachés aux finances ont bénéficié de 10 jours de formation de renforcement des capacités sur les procédures de passation et exécution des marchés publics. Le directeur général adjoint de l'ARMP, qui a procédé à la clôture de cette session de formation, est revenu sur les missions dévolues à leur structure. C'est une des missions de la nouvelle direction générale, c'est donner le plus de formations possible pour réduire le nombre de fraudes dans le secteur. Pour sa part, le directeur général de l'AZES, Ogi Bolandamenga, parle des attentes à travers cette initiative de renforcement des compétences. Disons au cours des années à venir que nous puissions être comptés parmi les structures de l'État qui excellent. C'est vraiment ça notre vision. Nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État qui a pris l'engagement de diversifier l'économie du pays et qui parle de la diversification de l'économie. C'est parler de la transformation locale des produits, c'est parler de l'attraction des investisseurs. Satisfait des récipiendaires pour cette initiative qui est une valeur ajoutée dans l'exercice de leur profession en vue d'un perfectionnement. Pour une optimisation des résultats, l'AZES doit assurer la pérennité de la formation de son personnel. Vers une nouvelle gestion finale des contentieux des marchés publics, les sujets étaient évoqués lors des échanges entre la première présidente du Conseil d'État et le directeur général de l'autorité des régulations de marchés publics. Suivez. Deux échanges pour une possibilité d'établir un cadre permanent de collaboration entre le Conseil d'État et l'autorité de régulation de marchés publics dans la gestion de contentieux de marchés publics ou de contrats de partenariat public-privé, ainsi qu'au renforcement de capacités des acteurs judiciaires. Prenant la parole devant leurs délégations respectives, Maître Claude Kayembe Mbayi a salué l'esprit d'ouverture de la première présidente du Conseil d'État et la matérialisation de la collaboration entre les deux organes. Mutualisation des efforts visant le respect strict de la réglementation dans le secteur de la commande publique, la première présidente du Conseil d'État a salué l'initiative du directeur général de l'ARMP. Énième rencontre qui s'inscrit dans une volonté de repositionner cette entreprise de l'État en promouvant davantage la transparence, l'équité et la probité. Elle vise aussi à concrétiser la vision du chef de l'État, soutenue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle. Et à présent, la lecture de l'ordonnance présidentielle, la loi numéro
24/008 du 7 décembre 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1 est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 8 décembre 2024 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état des sièges proclamée par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3, la présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conformément à l'original, le 7 décembre 2024, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/106 du 7 décembre 2024 portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 24/008 du 7 décembre 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, et vu l'ordonnance du 7 février 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, et vu l'ordonnance du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1 est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 décembre 2024, l'ordonnance du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les premiers ministres, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne à l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminoa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conformément à l'original le 7 décembre 2024,
les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération en matière économique entre la RDC et l'Afrique du Sud. La société Kobil SA vient d'ouvrir une extension à Johannesburg, en Afrique du Sud. La cérémonie d'inauguration inaugurale a eu lieu en présence de membres du comité de gestion de Kobil SA. Yvette Makuntiba. C'est le fruit d'un partenariat stratégique signé il y a 1 an avec Jim Gros, une société sud-africaine de renom. L'implantation du bureau des Kobil SA à Johannesburg, en Afrique du Sud, s'inscrit dans une démarche visionnaire approuvée par les conseils d'administration de cette entreprise et les ministères du portefeuille. L'objectif est clair, accroître la compétitivité des Kobil SA tout en élargissant ses horizons commerciaux. Le nouveau bureau de Johannesburg ne se limite pas au suivi des livraisons de produits pétroliers depuis les raffineries sud-africaines. Il servira également de pont commercial facilitant les démarches auprès de nombreuses entreprises sud-africaines implantées en RDC, en particulier dans les secteurs miniers. Lors de la cérémonie d'inauguration, Placide Mutabanga, directeur général des Kobil SA, a rappelé que cette réalisation est le fruit de plusieurs mois de travail intensif et d'échanges constructifs entre les deux sociétés. Ces propos ont suscité une vive adhésion de la part de Jean-Thierry Mosenepo Mototo, président du conseil d'administration, et autres. Tous ont salué cette montée en puissance des Kobil SA sur la scène internationale. Avec ses bureaux de représentation, Kobil SA s'impose non seulement comme un leader du secteur pétrolier en RDC, mais aussi comme un acteur clé des échanges économiques entre la RDC et l'Afrique du Sud. On en parle encore dans ce journal. Mois de décembre, mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, a initié une matinée de sensibilisation redépendable. Célébration de la journée de lutte contre le VIH-Sida consacrée au 3 décembre de chaque année à travers une matinée de sensibilisation sur cette maladie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous l'initiative et la supervision de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima. Les honorables députés, les membres des cabinets de l'administration provinciale et les personnels administratifs de l'APK ont été sensibilisés autour du thème national sur cette journée de VIH-Sida ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre les VIH-Sida d'ici à 2030 avec comme sous-thème national « Ensemble, stoppons la propagation du VIH-Sida ». Le docteur, l'expert en la matière, était associé à cette activité pour expliquer les ABC du VIH-Sida avec accent sur comment se protéger de l'infection à VIH avant d'évoquer les modes de transmission du VIH. L'abstinence sexuelle, la bonne fidélité, le dépistage sont les moyens de protection, a-t-il martelé. Séance tenante, il y a eu une démonstration sur le port correct du préservatif suivi de témoignages avant de lancer le dépistage volontaire. La sensibilisation est cruciale pour combattre la stigmatisation et l'ignorance qui entourent cette maladie. Il est impératif d'éduquer nos concitoyens. Ensemble, nous devons veiller à ce que les traitements soient accessibles à tous, en particulier aux populations vulnérables. Riche en enseignements, la journée était très bénéfique pour les participants. L'entrepreneuriat écologique, est-ce une solution clé en main pour un avenir durable pour la RDC? Eh bien, les étudiants de l'Université catholique de Kinshasa ont été sensibilisés sur la préservation de l'environnement. On en parle dans ces reportages. L'Université catholique du Congo a été le théâtre d'un échange inspirant sur l'entrepreneuriat écologique, un concept essentiel pour répondre aux défis environnementaux actuels. Devant un parterre d'étudiants motivés, des experts tels que Sonia Pembe et Damaris Kalenga ont partagé des idées novatrices sur l'impact de l'écologie dans l'économie. Lina Pembe Bologna, directrice générale de la franchise Yves Rocher en Afrique centrale, a lancé un appel vibrant à la jeunesse à s'investir dans ce domaine. Selon elle, les jeunes entrepreneurs visionnaires sont les moteurs d'une économie verte où innovation et durabilité vont de pair. Le mot but, c'est celui de sensibiliser la jeunesse. On doit absolument sensibiliser la jeunesse parce que
Des fois, la jeunesse pense que c'est quelque chose de lointain. Et pourtant, la planète est en danger et la jeunesse doit être informée, les sensibiliser pour qu'ils empruntent le pas de société écologique. Les étudiants, ils ont posé beaucoup de questions et ces questions-là, ça montre et ça prouve que les étudiants petit à petit commencent à comprendre les enjeux économiques mondiaux de ces jours. En s'engageant massivement, ces jeunes contribueront non seulement à leur propre développement, mais également à celui de toute la République démocratique du Congo en favorisant des solutions respectueuses de l'environnement et bénéfiques pour les générations futures. L'Église catholique de la RDC est parmi les grands bénéficiaires du programme de développement des 145 territoires. L'évêque d'Issiro l'a reconnu et a remercié les chefs de l'État. Suivez. Vous avez voyagé par avion, par véhicule, par moto, par vélo et même à pied, en signe d'amour pour les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de celle qui fait la fierté de notre race et de notre peuple tout entier. Que ce Dieu de toute puissance et de bonté vous bénisse infiniment et vous garde toujours dans son amour. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici présent, pour tout effort fourni au bénéfice de la réussite des manifestations tirant à leur fin et en particulier pour la contribution financière à ce niveau. Que le Très-Haut vous bénisse et vous guide dans votre tâche de mener au beau port la destinée de notre cher et beau pays. Message de son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anouarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Distinguée Première Dame Denise Nyakero. Nous voulons, avec déférence, exprimer notre profonde reconnaissance à l'égard de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa présence